j'ai moins l'habitude que Pierre de parler en public, de donner cours, etc. Donc je me suis fait des petites fiches pour soutenir on ne sait jamais. Je suis médecin généraliste, moi je travaille dans un centre où on est une dizaine. Ma passion c'est vraiment l'enfant et le développement psychomoteur. J'ai essayé de vous faire un truc un peu chouette qui explique comment se construit le système postural. Parce que la majorité des fonctions ne sont pas innées. Elles se développent pour la majorité dans les 2 premières années de vie. Il faut attendre que l'enfant ait 7 ans avant de pouvoir avoir des réponses qui sont cohérentes, qui sont posturales comme celles d'un adulte, même si elles ne sont pas encore aussi efficaces. Alors elles vont se maturer, ces fonctions, selon 3 grands axes, dont Pierre a déjà parlé, de égocentré, géocentré, donc par rapport à la gravité, et puis allocentré par rapport au milieu. Et donc c'est des fonctions qu'on peut donc schématiser de cette manière et qui au final vont donner qui je suis, comment je fonctionne moi en tant qu'individu dans le monde extérieur. Le premier cercle qui va être égocentré, il va être plutôt représenté par comment je suis dans ma fonction biologique, dans la façon dont fonctionnent mes systèmes et dans mon individualité personnelle. Le deuxième va se représenter par rapport à la gravité essentiellement. Il va me dire où je suis, comment, dans quelle position mon corps se situe face à la gravité. C'est des réflexes archaïques qui vont permettre de sortir du schéma en enroulement du nourrisson pour redresser le regard, pour verticaliser la tête et donc pour avoir vraiment cette perception de l'horizontalité. Le troisième cercle qui va être plutôt allocentré, il va me permettre d'interagir de manière plus fonctionnelle avec mon environnement sur comment je bouge, comment je coordonne mes mouvements et comment j'arrive à avoir des mouvements qui soient efficaces. Alors ces différentes fonctions, elles se développent en parallèle avec certains systèmes qui dominent à certains moments. Donc tout ne va pas être aussi actif tout le temps. Et vous allez voir dans les dias prochaines qu'on va voir les différentes étapes par lesquelles passe l'enfant pour pouvoir se développer de manière la plus cohérente et fonctionnelle possible. Alors qui je suis, ça va être un fonctionnement qui se base sur la façon dont je perçois le monde et dont mon corps, mes organes fonctionnent les uns par rapport aux autres, d'un point de vue nerveux, mais aussi d'un point de vue biochimique. Et je vois que ma dia, elle est toute moche sur l'écran, et c'était pas comme ça hier. Bref, normalement tout est aligné parce que tous les systèmes sont à la même, logés à la même enseigne. Donc ce fonctionnement, il va construire les différentes interactions que je vais pouvoir avoir avec le monde extérieur et ça va dépendre de la façon dont je peux construire ces systèmes, des stimulations que je vais recevoir ou pas. Et il ne faut pas négliger non plus l'impact de l'alimentation sur tous ces systèmes. Je vais vous donner un exemple très concret que vous allez tous bien comprendre. Si je ne mange pas suffisamment d'iode dans mon alimentation, ma thyroïde ne pourra pas fonctionner correctement et produire suffisamment d'hormones thyroïdiennes. Il en va de même pour les neurotransmetteurs, il en va de même pour les protéines que je peux fournir à mon organisme pour se construire. Donc vraiment, l'alimentation a une place complètement essentielle dont on ne parle pas dans la posturologie classique, mais on ne peut pas traiter un individu d'un point de vue postural sans parler de ce qu'il mange, parce que ce qu'il mange va aussi conditionner la façon dont il réagit. Alors, pour revenir aux afférences sensorielles dont Pierre parlait, c'est ce que bouge celle-là, oui. Donc, les afférences sensorielles, chez un tout petit bébé, c'est vraiment le système sensoriel qui prédomine et qui va finalement amener le plus d'informations, qui va venir nourrir son cerveau et son développement. À la toute base de notre pyramide, on va retrouver la proprioception, le système tactile et le système vestibulaire. C'est une modélisation qui a été faite, ça fait flèche aussi, de pyramide des apprentissages par des ergothérapeutes dans les années 90, et donc qui ont schématisé en une pyramide le développement psychomoteur, finalement les étapes motrices essentielles pour arriver à un fonctionnement au quotidien qui soit le plus efficace et le plus adéquat possible. Et on voit qu'à la base de cette pyramide, on trouve vraiment les organes d'essence. C'est notre petit bébé, quand il arrive, c'est vraiment là-dessus qu'il va se baser pour pouvoir construire, nourrir son cerveau finalement. C'est toutes ces afférences-là qui vont pouvoir l'aider à se développer et à arriver progressivement aux briques supérieures.
Et donc je vais être nourrie par tout ce que je touche d'un point de vue tactile avec ma main, mais aussi avec ma bouche. Quand je suis un nourrisson, la bouche a une entrée sensorielle qui est vraiment très, très importante. Et je vais être aussi nourrie par ce que, si on me touche ou si on ne me touche pas. Donc on a aussi le système vestibulaire qui va me donner des informations sur la position de ma tête quand je suis tout petit. Et comme le système vestibulaire est vraiment à la base de ce qui va nourrir le cerveau et lui permettre de maturer, on comprendra l'importance du bercement chez le petit bébé, qui a besoin finalement d'apaiser son système nerveux. À la base de cette pyramide, c'est donc ces trois sens qu'on retrouve tout en bas, parce que ce sont ceux qui sont le plus matures dès la naissance. Et donc, comme je vous le disais, un enfant qui va être en contact proche avec ses parents, qui va être materné, aux besoins duquel on va faire attention, il ne va pas se construire d'un point de vue biochimique et affectif de la même manière qu'un enfant qu'on aura exposé à des bruits et à des traumatismes parfois physiques. Même si c'est grâce à ça qu'il a pu rester en vie, ça peut rester une source d'insécurité par la suite. Donc je sais qu'on est de plus en plus attentif à ça dans les services concernés, mais nous, en tant que thérapeutes, on ne doit pas négliger le début de l'histoire de vie des enfants qui peut laisser des traces même à l'âge adulte. Parallèlement, les enfants à qui on lit des histoires, leur cerveau n'est pas stimulé de la même manière que des enfants qui regardent un livre, même si l'histoire se raconte toute seule. L'écran ne va pas stimuler les mêmes zones cérébrales que l'interaction avec l'adulte. Et on voit de plus en plus des enfants qui ont des symptômes d'autisme finalement, sans être autistes du tout, et simplement liés à l'exposition aux écrans qui les empêchent d'avoir une interaction cohérente avec le monde extérieur. Ce sont des enfants, dans ces cas-là, où il n'y a vraiment pas de pathologie en dessous, et quand on arrête l'écran, ils arrivent à rattraper le retard qu'ils avaient, même d'un point de vue langage, à condition qu'on leur donne à ce moment-là la nourriture, finalement, les interactions nécessaires pour pouvoir le faire. Alors, on est aussi formaté et construit par notre accès au mouvement. Donc, il existe des tas d'articles de puériculture qui sont tous plus magnifiques les uns que les autres et qui sont tous plus nocifs les uns que les autres par rapport au développement psychomoteur de l'enfant. Parce que l'enfant, à cet âge-là, il n'a pas besoin qu'on le maintienne assis, il a besoin d'apprendre à se retourner, il a besoin d'apprendre à ramper, il a besoin d'apprendre à marcher à quatre pattes avant de seulement pouvoir se mettre debout. J'ai de temps en temps en consultation des enfants dans cette situation-là, mais moi je les récupère plus tard quand ils continuent à marcher sur la pointe des pieds plus grands, parce qu'en fait on les a mis dans un trotteur dans lequel ils n'avaient pas au départ les jambes suffisamment longues pour avoir un appui avec des pieds au sol. Et donc ils gardent l'habitude de marcher en extension. C'est des choses qui peuvent se rééduquer, mais c'est dommage parce qu'on aurait vraiment pu économiser de l'argent et du temps par la suite. Voilà. Donc à l'ONE, ils déconseillent les trotteurs pour une raison beaucoup plus pratico-pratique, qui est que ça a un risque de traumatisme crânien, puisque l'enfant arrive à tomber dans les escaliers parfois en trotteur ou à faire des chutes qui sont gravissimes. Mais même sans la chute, le trotteur, c'est une horreur. C'est antiphysiologique aussi. Il y a une chose à laquelle on ne pense pas beaucoup, malheureusement, c'est la fragilité des corps vertébraux, par exemple, et donc la compression. C'est ça. Un enfant qui est assis, quand il est fatigué, qu'il a mal ou que ça ne va plus, il peut se coucher. Là, il ne peut pas se coucher. Non, il est calé. Il est calé, oui. Et donc on le met en souffrance physiologique. Exactement. Et ça stresse le système et ça empêche. Alors 10 minutes, un quart d'heure, d'accord, mais quand c'est pour le laisser pendant 3 heures, c'est... Tout à fait. Donc on va passer maintenant à où je suis. Ce cercle de où je suis va se nourrir essentiellement par les afférences crâniennes. Et donc dans les capteurs posturaux, on va essentiellement parler des yeux, donc des afférences visuelles et oculomotrices, des stimulations vestibulaires et des stimulations qui viennent du trijumeau. Mais il ne faut pas négliger que dans les nerfs crâniens, on a aussi le nerf vague qui va apporter toutes les informations du système digestif et de notre intérieur. Le glossopharyngien qui va apporter la sensibilité de la face postérieure, du tiers postérieur de la langue, et aussi des barorécepteurs carotidiens et du glomus carotidien qui lui est chémorécepteur et qui donne les infos sur la concentration en CO2 et en oxygène dans mon sang. Est-ce que j'ai tout dit? Oui. Et donc tous
ces nerfs crâniens vont venir nourrir mon cerveau, mais mon cerveau, il va devoir pondérer les informations. Il ne peut pas les prendre toutes à la même enseigne. On ne peut pas tenir compte tout le temps en permanence de tous les signaux qu'on reçoit. Et donc, il va falloir pondérer les informations. Ça, c'est un mécanisme qu'on ne maîtrise pas de manière consciente. Mais ça va être important que les informations qu'on reçoit, elles soient concordantes, parce que si les informations qui viennent du vestibule ne correspondent pas avec les informations que mon cerveau reçoit d'un point de vue oculaire, ça crée des vertiges, des problèmes de stabilité, et mon système ne fonctionne pas de manière optimale. Donc c'est vraiment important de nourrir les entrées finalement des petits pour qu'ils puissent se construire de la manière la plus optimale possible pour pouvoir faire face dans leur vie d'adulte à d'éventuelles adaptations s'ils en ont besoin. On en arrive maintenant à comment je bouge. Et donc ça va reprendre les systèmes posturaux qui vont me permettre de m'adapter à tout ce qui m'entoure, de m'adapter, comme Pierre le disait, à si on pousse, je me rattrape, à préparer mon mouvement et à pouvoir bouger de manière fluide et économique en énergie. Donc les afférences qui vont alimenter ce système, elles viendront essentiellement de la mécanique du pied, de la vision, de la proprioception, mais on va plutôt la mettre sur l'esthésie, comme Pierre a dit, et là il y a une erreur, du fuseau neuromusculaire. Les fuseaux neuromusculaires, ils permettent aussi de faire travailler en synergie les muscles agonistes et antagonistes pour que, quand on en a besoin, ça se fait tout seul. On n'a pas besoin d'y réfléchir. Si je veux étendre ma jambe, d'un côté ça se contracte, de l'autre côté ça se relâche. On a besoin que tout ça fonctionne de manière cohérente. Et c'est le fait de s'entraîner, de rater, de recommencer et vraiment de bouger qui va permettre à l'enfant de développer sa motricité et son système postural. Et donc, comme je vous le disais, toutes ces réactions posturales, elles sont censées être mises en place toutes dans leur entièreté à 7 ans. À 7 ans, on est censé avoir un enfant qui sait s'adapter aux contraintes extérieures. Même si on n'est pas encore dans un schéma qui est aussi performant que celui d'un adulte, les réponses, elles doivent déjà être là. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des petits grains de sable dans les rouages et des choses qui empêchent de fonctionner de manière optimale. Alors, je ne vous parle pas des pathologies, je ne parle pas des torticolis de nourrissons, ni des infirmes moteurs cérébraux. On va rester dans ce qui est juste fonctionnel ou dysfonctionnel. Et ce qui va être dysfonctionnel va empêcher une motricité optimale et empêcher d'acquérir une motricité qui va être optimale et va pouvoir avoir des conséquences sur le système postural par la suite. Donc, si on revient à notre pyramide, on regarde dans notre pyramide au deuxième étage, on voit ici maturité des réflexes. On parle ici de réflexes archaïques. Quand on parle de réflexes, la majorité des gens pensent réflexe ostéotendineux. C'est-à-dire que prenons l'exemple que vous connaissez tous du réflexe rotulien, si avec mon marteau réflexe, je viens stimuler votre tendon rotulien, votre jambe va s'étendre, c'est une réaction qui est involontaire, qui est stéréotypée, qui va être proportionnelle à la stimulation, à la force que je vais mettre dans mon marteau réflexe. Ça, c'est toujours rigolo quand on voit des stagiaires qui essayent, qui tapent fort d'un côté, pas fort de l'autre, et qui se disent mais il y a un problème, mais en fait non, c'est juste que tu as mal fait ton examen clinique. Donc voilà, de nouveau, comme Pierre disait, une inférence, un traitement nerveux qui ici dans le réflexe, le traitement il n'est pas cortical, il n'est pas cérébral. Dans un réflexe ostéotendineux, tout se fait au niveau de la moelle. Donc l'afférence est traitée d'un point de vue nerveux et déclenche une réponse motrice qui va être l'efférence. On va la constater normale, dysfonctionnelle, elle sera augmentée ou diminuée ou complètement pathologique, c'est-à-dire absente ou inversée. Dans mon réflexe archaïque, c'est bien plus complexe que ça. Alors, je suis vraiment très déçue qu'il n'y ait pas de médecin dans la salle parce que j'avais des tas de choses à dire à ce sujet. La façon dont on nous apprend les réflexes à l'université, c'est juste pour vérifier l'intégrité neurologique d'un nourrisson. Donc, un nourrisson qui naît à terme, ses réflexes sont censés être efficaces, on est censé les voir, ils sont censés se manifester. Il doit avoir un fouissement, il doit avoir de la succion, il doit avoir son réflexe de Moro, une marche automatique et toute une série de choses qu'on nous a appris à vérifier. Le problème, c'est que ces réflexes-là, ils sont censés disparaître avec le temps. Et que quand ils ne le font pas, ça peut créer des symptômes, des plaintes et des choses qui vont pas être des choses qui vont vous empêcher de vivre, mais des choses qui vont rendre votre fonctionnement moins facile et moins fluide. Et donc,
Les réflexes archaïques, ils sont tellement peu étudiés en médecine que finalement, ce sont des gens qui s'intéressent à la performance qui s'en préoccupent pour l'instant. Et ce sont des coachs sportifs et des thérapeutes de tout genre qui n'ont aucune formation médicale ou paramédicale, qui donnent cours de réflexes, qui font des vidéos sur les réseaux montrant les réflexes et qui discréditent complètement la pratique de réflexes telle qu'elle pourrait être, parce qu'en fait, on parle de quelque chose de bien plus complexe que ça. Parce que les réflexes, c'est eux et c'est leur succession qui va nous permettre d'acquérir le mouvement et d'acquérir la posture debout, et puis d'acquérir nos réflexes posturaux qui vont nous permettre de nous adapter aux différentes contraintes de la vie. Et donc, ce ne sont pas ces gens qu'on voit beaucoup sur les réseaux qui vont nous rendre service. Moi, j'espérais parler à des médecins pour leur dire qu'ils auraient intérêt à s'en préoccuper. Parce que les pédiatres et les physios qui n'ont pas de réponse, d'autres à dire qu'il faut attendre, ça va passer, je suis désolée, il y a vraiment mieux à faire. Et tant qu'on ne fera pas d'études plus complètes sur ce sujet, et c'est pas moi dans mon petit bureau avec mes 5 collègues qui font pas de réflexes qu'on va pouvoir y arriver. Moi j'ai besoin de gens dans des hôpitaux ou des gens qui ont des moyens et qui savent faire des études. Bref, je voudrais que le milieu médical s'intéresse plus aux causes des dysfonctions plutôt que simplement à leurs conséquences, parce que ce n'est pas en travaillant sur la conséquence qu'on va résoudre le problème de manière durable. Et donc mon réflexe, il va être automatique et stéréotypé, même s'il est archaïque, donc comme les réflexes ostéotendineux, la réponse elle va être toujours la même. Ça va être dirigé dans le tronc cérébral, donc de nouveau, il n'y a pas d'application corticale, pas d'application volontaire. C'est essentiel à la survie, la succion en fait partie, et essentiel au développement moteur. Sans ces réflexes-là, je ne sais pas commencer à bouger. Et c'est sur ces réflexes-là que vont venir se construire les nombreuses compétences de motricité, d'interaction et de sécurité intérieure aussi. Alors la petite subtilité du réflexe, c'est que sa manifestation, elle ne va pas être proportionnelle à la stimulation qu'on va imposer au corps. Elle va dépendre du degré d'intégration de ce réflexe. Donc le schéma de vie d'un réflexe, il émerge au moment où le corps en a besoin. On le voit, on l'utilise, s'apaiser, disparaître, laisser la place à un autre, soit à un autre réflexe de transition, soit à un réflexe postural. Donc ils ne disparaissent pas complètement. Les gens qui ont un accident vasculaire cérébral, c'est comme ça qu'on retrouve, qu'on peut les examiner. On voit les réflexes archaïques réapparaître, on n'est pas censé les voir. Mais chez les gens, monsieur, madame, tout le monde, pour des plaintes qui sont fonctionnelles et récurrentes, on trouve souvent des réflexes qui ne sont pas complètement intégrés. Donc on voit des pieds qui font pas vraiment le signe majestueux de Babinski avec les doigts qui s'écartent en éventail, mais on voit un petit tressaillement au niveau du pied qui n'est pas censé apparaître. On voit ça aussi chez des gens qui font des entorses à répétition, pour donner des exemples de ce que je vois dans ma pratique. Donc normalement, un réflexe qui a bien fait son travail, on ne le voit plus. Et ils vont disparaître au fur et à mesure du développement du contrôle moteur, au fur et à mesure que je prends le contrôle volontaire sur ma motricité, mes réflexes vont s'amenuiser. Alors je vous parlais de réflexes archaïques, réflexes posturaux. La grosse différence entre les deux, c'est que les archaïques, ils sont présents à la naissance et ils ne doivent pas rester visibles. Par contre, les posturaux, ils ne sont pas présents à la naissance, ils se développent plus tard dans les premiers mois de vie et ils doivent persister. On a besoin que les réflexes posturaux soient efficaces pour fonctionner de manière optimale. Par exemple, le redressement oculaire de la tête, on ne doit pas y réfléchir. Notre regard est censé rester à l'horizontale, c'est censé se faire tout seul. Tchac. Je ne sais plus où j'en suis. Tac. Alors, si on fait un parallèle entre la myélinisation des voies nerveuses et ce dont je viens de vous parler, on se rend compte que le système vestibulaire, il est mature à la naissance. On se rend compte que les voies continuent à maturer dans les premiers mois de vie. Donc, c'est pour ça que le système visuel, il n'est pas tout à la base de notre pyramide de tout à l'heure. C'est parce qu'en fait, quand on naît, le système n'est pas prêt, donc il n'est pas prépondérant. Et donc la sensibilité corporelle, elle est censée être efficace avant 2 ans. Alors j'ai fait un test sur les enfants qui viennent. Donc moi je fais un enfant ou adulte en thérapie de réflexe par jour au milieu de mes consultations de médecine générale. Et le mois dernier, je me suis dit, je vais un peu regarder comment ils sont au niveau sensibilité, au niveau schéma corporel.
Donc j'ai fait un test tout simple, je les couche sur la table d'examen, je leur demande de fermer les yeux, ils sont couchés tranquilles. Je stimule un membre, je leur demande de bouger le membre que je touche. Et puis je stimule 2 à la fois, donc 2 au-dessus, 2 en dessous, 2 du même côté, puis en croisé. Et sur les 25 enfants que j'ai examinés, il n'y en a aucun qui savait répondre correctement à ces exercices complètement basiques là. Donc les enfants ne savent pas où ils sont. Quand on le fait chez les adultes qui ne se plaignent pas, on n'a pas tellement ces réponses-là, mais là j'avais des enfants entre 4 et 10 ans et il n'y en a aucun qui savait faire ça correctement. Et je ne m'attendais pas à avoir un résultat comme ça. Mais voilà, ça c'est mon truc du mois dernier. Donc il y a du travail à faire sur la sensibilité, sur la motricité et sur l'éveil corporel des enfants finalement. Si on se penche sur le travail entre guillemets des différents réflexes, on voit qu'il y en a beaucoup qui se manifestent déjà in utero, qui prennent leur plein, enfin, il y en a d'autres qui apparaissent, qui émergent à la naissance. Et on remarque que si on trace une ligne à 12 mois, la majorité du travail est fait en réflexe. Donc vers 1 an, on est censé avoir acquis la majorité de nos patterns moteurs. Alors il y a des trucs qui se développent sur plus longtemps, et les réflexes posturaux, ça prend plus longtemps. Et puis tous ceux qui continuent là en mauve, c'est les réflexes posturaux et de vie, donc ceux dont on a besoin pour fonctionner correctement. Si on remet les deux en parallèle, on se rend compte que aussi bien d'un point de vue myélinisation que d'un point de vue réflexe, il y a énormément de travail développemental qui a été fait dans la première année de vie. Donc c'est vraiment très important de consacrer du temps et de l'énergie à optimiser le mouvement des enfants très petits, parce qu'en thérapie juste simplement sensorimotrice, il y a vraiment moyen de leur faire récupérer des étapes qu'ils auraient tendance à sauter sans ça. Ah oui, encore un petit truc à propos du système postural et du fait que c'est mature à partir de 7 ans. Ça, c'est le côté médecin sportif qui me fait vous dire ça, et je pense que c'est important de le savoir, c'est qu'avant 7 ans, un enfant, il n'a pas besoin de faire un sport qui soit toujours le même. Il n'a pas besoin pour son développement de travailler en asymétrique. C'est très chouette de mettre son enfant au tennis et de faire de la coordination œil-main, mais ça ne fait travailler qu'un demi-corps. Et donc d'un point de vue développement des réflexes, d'un point de vue développement postural, c'est peut-être pas le meilleur choix. Et donc finalement, les enfants de moins de 7 ans auraient vraiment intérêt à adopter, à être confrontés à toute une littératie de mouvements et à faire le plus de mouvements possible pour pouvoir connecter le plus de voies possible pour essayer d'être en meilleure santé plus tard. Et j'ai expliqué ça à ma collègue, parce que j'ai testé la présentation, et elle me dit « Je viens de comprendre pourquoi la meilleure joueuse de mon équipe de volley était la meilleure, et pourtant elle a commencé à 10 ans. » Voilà. Donc je pensais parler à des médecins, et donc je pensais devoir justifier vraiment ce que je dis. Voilà, je vais quand même vous l'expliquer tout ce que j'ai cherché. Voici quelques petites études pour illustrer les perspectives qu'ouvrirait un travail de recherche à ce point de vue-là. Donc on a en premier une étude sur les fonctions motrices qui montre qu'il y a des corrélations statistiquement significatives entre la diminution de l'activité des réflexes et l'émergence des jalons moteurs que sont se retourner du dos sur le ventre, du ventre sur le dos, et le fait de pouvoir s'asseoir de manière autonome. Donc les enfants qui arrivent à le faire, souvent on remarque que le réflexe disparaît au moment où ils arrivent à le faire. Donc ça confirme un peu ce que j'étais en train de vous dire, que ces réflexes archaïques qui sont essentiels au développement moteur de l'enfant. Alors je me rends bien compte qu'on n'est pas sur des études, des méta-analyses et des multicentriques double aveugle, randomisées et contrôlées, mais ici on a 61 enfants avec un âge moyen de 6 ans. Donc on a mesuré l'angle de rotation du tronc avec un scoliomètre. Donc un scoliomètre, un machin de cet ordre-là qui donne l'angle de la rotation du tronc. Et cette étude a déjà trouvé des rotations de tronc chez la moitié des enfants qu'elle a examinés, essentiellement à droite, je ne sais pas pourquoi essentiellement à droite. Et dans tous les cas, ces rotations du tronc étaient associées à un réflexe de Galant qui était résiduel. Et c'est là que je ne vois pas, que j'avais rajouté un petit truc et je ne le vois pas.
galant, il est là. Hop. Donc c'est le réflexe de galant, c'est quand on va stimuler le bord latéral du dos de l'enfant, on a un petit mouvement de virgule qui se fait comme ça. Et donc ces enfants chez qui on observe une rotation du tronc, ils ont des mouvements involontaires de décalage comme ça. Donc chaque fois que quelque chose vient leur stimuler le dos, ils décalent un peu. Le tonus musculaire n'est pas équivalent d'un côté et de l'autre parce que d'un côté le réflexe il est intégré, on ne le voit pas, et de l'autre côté le réflexe il n'est pas intégré, donc il se manifeste et il tire, et il tire, et il tire. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour comprendre que quand il y a une tonicité musculaire qui n'est pas symétrique, ben on a un résultat final qui n'est pas symétrique pendant la croissance. Donc cette petite image de réflexe de galant devait être à la dia précédente. Alors l'étude suivante, c'est 44 enfants entre 4 et 6 ans. Il leur a été fait un bilan de réflexe selon les normes de Sally Goddard. Alors Sally Goddard, c'est la grande référente anglaise des réflexes. C'est une dame qui a consacré vraiment sa vie à l'étude des réflexes et qui a même été jusqu'à, dans je ne sais plus quel pays nordique, faire des programmes à l'école pour avoir des mouvements à l'école tous les jours pour que les enfants puissent maturer correctement leurs réflexes, pour certains récupérer ce qu'ils n'avaient pas et pour d'autres entretenir ce qui fonctionnait déjà bien. Et ils avaient vu à ces endroits-là des améliorations dans les difficultés scolaires des enfants. Bref, cette dame-là, c'est vraiment la référence d'un point de vue réflexe. Et donc chez des enfants d'école maternelle, ils ont... J'ai touché. Non, c'est bon, ça va. Ils ont pu constater que des réflexes persistants, donc à cet âge-là, normalement, les réflexes archaïques, on ne les voit plus. On est entre 4 et 6 ans, tout est censé avoir disparu. Et ils ont retrouvé plus de réflexes actifs chez les enfants qui avaient de la dyspraxie, des troubles posturaux. D'où l'intérêt de proposer des prises en charge de réflexes à ces enfants qui ont de la dyspraxie et des troubles posturaux pour essayer de faire maturer leur voix et pour essayer d'optimiser leur fonctionnement. Alors je ne vous dis pas que ça va faire disparaître le problème, mais ça va leur faciliter la vie parce qu'ils vont pouvoir fonctionner de manière plus fluide. Quatrième étude, c'est l'influence d'un réflexe tonique asymétrique du cou. Donc ce réflexe-là, il est normal de le voir jusqu'à 6 mois, je vous l'ai mis là. L'enfant, il tourne la tête d'un côté, son bras se dirige vers le côté où il tourne la tête et sa jambe aussi. Donc il y a vraiment une tonicité musculaire qui se fait du côté vers lequel son visage est orienté. Ben, ça permet de pouvoir attraper quelque chose qu'on voit et qu'on ne verrait pas si on était comme ça. C'est quand même bien fait. Mais donc ça, on ne le contrôle pas. Si je tourne la tête de mon bébé qui dort dans l'autre sens, le corps va changer de position. Et donc ça, c'est normal jusque 6 mois, puis c'est censé disparaître petit à petit. Donc des enfants plus grands, on n'est pas censé le voir. Moi, c'est un réflexe que je teste systématiquement quand les enfants viennent pour des consultations de réflexes. Et donc, on les met pieds joints, avec les yeux fermés, les bras comme ça, on bouge leur tête d'un côté, mais quelqu'un doit le faire, ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. On bouge leur tête d'un côté, on bouge leur tête de l'autre côté, et on voit la déviation des bras. Il y a des enfants chez qui, quand je tourne la tête, ils sont là. Ça veut dire qu'ils ne savent pas tourner leur tête sans que leurs bras tournent avec. Pour rouler en vélo, c'est pas fort pratique. Et donc ce réflexe Voilà. Et donc ce réflexe a été corrélé avec la façon de marcher d'enfants. Et donc ils ont regardé la symétrie du pelvis, du bassin pendant la marche. Et on se rend compte que la présence de ce réflexe résiduel influence de manière négative la rotation et l'obliquité de la marche, du bassin pendant la marche. Donc en fait, les enfants qui ont un réflexe comme ça persistant, non seulement pour rouler en vélo c'est compliqué, pour les apprentissages c'est compliqué, il y a un lien aussi, je ne sais pas pourquoi, avec le regard. Quand on a ce réflexe-là qui est résiduel, on a du mal à croiser la ligne médiane avec son regard. Donc pour lire, c'est pas vraiment chouette. Mais en plus, il marche de travers et donc on est parti pour des compensations dès le départ. Et on aurait pu éviter ça. Moi, vraiment, mon cheval de bataille, c'est la prévention. Essayer d'agir en amont pour éviter de laisser la dysfonction se pérenniser. Et finalement, quand on laisse des dysfonctions se mettre en place chez les tout petits, c'est l'organisme qui grandit par rapport à la dysfonction, par rapport à la tonicité musculaire et par rapport à la symétrie. Et donc voilà ce que je voulais vous dire des réflexes posturaux de l'enfant, des réflexes archaïques, pardon. Est-ce que vous avez des questions? Rien, pardon. Pas
de questions. C'était très clair. Les réflexes archaïques, ils doivent disparaître à quand? À quel âge? Et bien donc, pas tous en même temps. C'est là qu'on reprend notre tableau. Oui. Et en fonction des réflexes qu'on étudie, on va voir que certains disparaissent tout petits et que d'autres perdurent plus longtemps. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas banaliser les approches réflexes, surtout si on le fait chez les tout petits, en se disant, bah voilà, on va tester tout le monde, on va voir. Ben non, en fonction de l'étape où on est censé voir certaines choses à un certain âge. Par exemple, l'agrippement plantaire, donc vous voyez l'agrippement des mains, ça se fait pareil au niveau des pieds. Normalement, avant 1 an, on ne le voit plus. Mais on en voit beaucoup, beaucoup en consultation. Et alors, c'est pas que des médecins, donc je peux le dire, parce qu'après on va me dire t'as pas de preuve pour le dire, mais les enfants qui ont de l'agrippement plantaire, il y a souvent des problèmes de constipation qui sont associés. On lève l'agrippement plantaire, la constipation se résout. C'est des enfants qui ont consulté le gastropédiatre, qui n'a rien trouvé, qui met des laxatifs et qui ne cherchent pas plus loin. En une consultation de réflexe, on peut résoudre des problèmes comme ça. Voilà. Donc il n'y a pas d'âge pour, il n'y a pas un âge spécifique, c'est plus ou moins une fourchette, et c'est pour chaque réflexe, la fourchette est différente. Et quoi, il y a à 7 ans, normalement Mais déjà à 2 ans, on est plus censé voir les réflexes archaïques, et à 7 ans, les réflexes posturaux doivent être efficaces. Ok. Oui. Mais pour les traitements, oui. On fait comment? En fait, ça s'apprend en formation, mais pas en formation d'une demi-journée. Voilà. Et si quelqu'un vous vend une formation de 2 jours pour devenir thérapeute en réflexe, ce n'est pas vrai non plus. Ça se voit beaucoup sur internet, ça prend l'instant des formations de devenir de praticien en réflexe en 2 jours, mais ce n'est pas possible en fait. Et c'est vraiment un travail sensorimoteur, donc il n'y a pas. C'est des choses qu'on peut faire déjà chez les tout petits parce qu'il n'y a pas forcément besoin de leur faire des exercices de manière volontaire. Alors oui, les plus grands, on va leur demander des contractions motrices isométriques, on va recréer le schéma du réflexe en faisant bouger l'enfant. Mais chez le tout petit, on y va en sensoriel et en moteur, donc c'est moi qui viens stimuler le pied, c'est moi qui viens stimuler les orteils, c'est moi qui viens ouvrir les orteils, et puis les parents le font pendant des semaines à la maison, donc il faut se dire que sur une thérapie de réflexe, il faut 6 semaines d'exercice idéalement tous les jours pour que le système puisse être stabilisé. Ça ne veut pas dire stabilisé pour toujours, parce que si on ne l'utilise pas, on le perd. Si je suis coureur efficace et que j'arrête de courir pendant 6 mois, le jour où je recommence, ça ne marche plus. Les réflexes, c'est pareil. Si on n'utilise pas son corps, les réflexes, ils réapparaissent. Donc être assis tout le temps devant un écran, c'est une catastrophe, par exemple. Est-ce qu'un adulte qui fait un traumatisme cérébral peut revenir enceinte? Oui. Alors, on ne sait pas pour quel résultat, pour quel bénéfice, mais oui, on peut utiliser cette technique-là et voir jusqu'où on arrive. Ça se voit aussi chez les patients parkinsoniens, les gens Alzheimer, on revoit réapparaître progressivement les réflexes archaïques, probablement à cause de la décortication de leur système. Quoi. Du coup, on peut les retravailler, mais quand il y a une lésion organique, on a moins de bons résultats que sur un cerveau super plastique d'un tout petit enfant. Et alors quelqu'un qui aura un réflexe, par exemple, de sucer encore son pouce à 60 ans, le cas d'un de mes patients, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aussi voir les causes émotionnelles de ce truc-là, parce que c'est pas anodin de sucer son pouce. Ça, c'est clair. Mais effectivement, il y a un réflexe de succion dans la bouche qu'on peut aller travailler en bouche. Et ça, c'est pas dans le cours, parce que comme c'est pas des médecins qui donnent le cours, ils peuvent pas mettre les doigts dans la bouche des gens, mais moi je peux. Et donc, voilà, on sait aussi faire des enfants qui vomissent beaucoup et chez qui, dès qu'on leur met quelque chose en bouche ou quand ils commencent à manger des morceaux, ils vomissent, mais il y a un réflexe nauséeux. Mais on sait le faire reculer. Avec aussi des manipulations en bouche et parfois sur une seule fois, c'est bon. Là, les parents n'ont pas besoin de le faire tous les jours pendant 6 semaines. Le nausée, on sait le reculer. Okay. Et en faisant quoi? En mettant un doigt en bouche, en appuyant au bon endroit et voilà. Ça, 5 minutes, c'est fait. Okay. Et pour la succion aussi? Pour la succion, ça c'est beaucoup plus de travail parce qu'il y a du comportemental en plus que du réflexe. En fait, quand on parle de réflexe de succion, c'est je mets mon doigt dans la bouche du bébé, il ne réfléchit pas, il tète. L'adulte, il choisit de le faire, de mettre son pouce machin. Le bébé, hop, il se dit pas je vais mettre mon pouce en bouche, non, ou on lui met un sein en bouche ou un biberon en bouche, il tète, n'importe. Mais l'adulte, il y a plus compliqué. Oui. Donc je suis dentiste, médecin. Les patients qui ont un réflexe nasio important, quand je vais soigner les molaires à l'arrière, et dès que j'arrive, ils ne me laissent pas travailler. Est-ce que ça fait partie du traitement d'envoyer chez vous ou on fait des anesthésies locales avec un spray pour... J'ai jamais fait d'anesthésie locale au niveau du nauséeux, mais oui,
on fait reculer nos yeux, et alors là, c'est fait, il n'y a plus besoin de se poser de problème après. Donc, je peux envoyer chez vous Je certaines ne prends pas de patients. nouveaux patients. Non, Mais oui, quelqu'un en réflexe peut faire ça, tout à fait, bien sûr.